le bébé me passionne, me fascine, l'infant, celui qui ne parle pas. Et c'est vrai que se pencher sur les moyens dont dispose le bébé pour transmettre des messages à son entourage, ça c'est une question qui m'intéresse au plus haut point. Et dans ce cadre, les messages somatiques, c'est-à-dire un bébé qui envoie avec les moyens du bord, c'est-à-dire son corps, des messages aux acteurs principaux de son environnement, ça c'est quelque chose qui me semble tout à fait au centre de la clinique périnatale et de la psychosomatique du bébé. Donc je m'intéresse au reflux gastro-œsophagien parce que tout le registre des mécanismes de défense les plus archaïques chez le bébé sont au centre d'une curiosité maintenant déjà ancienne. Et je crois que le reflux gastro-œsophagien peut être justement envisagé dans la perspective de ce que raconte Selma Freikberg sur les plus précoces mécanismes de défense, peut être envisagé comme un message envoyé à l'environnement et un message défensif qui signifie quelque chose et qu'il faut entendre quand on est pédiatre, quand on est psychanalyste, comme potentiellement chargé de signification, souvent énigmatique au départ, mais potentiellement interprétable pour qui veut bien s'en donner la peine, les parents, le pédiatre, le psychothérapeute. Dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a probablement une étroite interaction entre bien sûr le bébé et ses parents et le restant de la famille, mais aussi entre le bébé et les soignants. Ça commence à la maternité et ça continue avec le médecin généraliste et avec le médecin pédiatre. Donc, en particulier pour s'intéresser au reflux gastro-œsophagien, il me semble tout à fait essentiel de bien se souvenir que tout se tient et que ce qui va être dans le corps ou dans l'esprit du bébé résonnera avec ce qui se passe chez les parents mais aussi chez le soignant et qu'il faut percevoir tout ce monde-là comme un metteur en scène dans une pièce de théâtre pour qui il n'y a pas de second rôle. Tout le monde est sur scène et si on veut comprendre la complexité de ce qui se passe, il faut être attentif à la partition, au rôle de tout un chacun et aux échanges qu'ils ont entre eux. Mon deuxième postulat m'amène à considérer que la filière du nourrissage est une poutre maîtresse dans le devenir humain. Naître bébé correspond à l'inscription dans un processus complexe qui ne va pas de soi, qui consiste à devenir humain. Et pour devenir humain, à l'évidence, et ça aussi ça démarre à la maternité, les échanges autour du nourrissage représentent un axe majeur. Donc, si ça dysfonctionne autour de cet axe, eh bien, on va se retrouver très rapidement dans une tragédie, et je pèse mes mots, parce que c'est ni plus ni moins que le devenir humain qui est mis en péril. Et pour une mère nourricière, ne pas arriver à donner son lait, qu'il soit de son sein ou que ce soit un lait artificiel, c'est probablement une attaque incroyable de sa mission essentielle qui consiste d'abord et surtout à maintenir vivant le fruit de ses entrailles et à l'accompagner pour qu'il soit en bonne santé. Donc on est d'emblée sans doute autour de cette filière du nourrissage dans quelque chose qui mobilise les ingrédients essentiels de ce qui fonde l'être humain et la transmission entre les parents et les enfants. Pour une jeune mère, pour un père, transmettre à son enfant de la sécurité, lui apporter des conditions suffisamment bonnes pour qu'il puisse s'épanouir, c'est certainement quelque chose qui peut être ramené à la métaphore commode que l'on doit à Bion de donner de la contenance. Pour parler simple, je dirais offrir à l'enfant un nid dans lequel il puisse grandir, psychiquement et somatiquement. Il y a autour précisément
de la filière du nourrissage une transmission de la contenance qui est à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, je te donne mon lait, dit la mère, et ce qui vient de l'intérieur de moi, si je t'allaite au sein, tu vas le mettre à l'intérieur de toi, et si tout se passe bien, tu vas le garder en toi. Tu vas en faire quelque chose qui va te nourrir somatiquement et qui va te nourrir psychiquement. On a élaboré avec Nathalie une appellation qui me semble être très emblématique pour illustrer ça. On parle maintenant de les liens, c'est-à-dire que l'expression de les liens nous convient bien parce qu'elle tient ensemble l'idée que le lait, c'est bien sûr un élément physique liquide, mais c'est aussi les pièces du pulse qui vont tisser les relations et l'interaction sociale. À partir de la collaboration que nous avons avec Nathalie Bouage, à partir des nombreux récits qu'elle a pu me faire des consultations, du suivi des familles dont le bébé présente un reflux, et aussi à partir de mon expérience directe avec un certain nombre de bébés qui refluent et leurs parents, je me suis aperçu, nous nous sommes aperçus, qu'il était raisonnable de considérer le reflux gastro-œsophagien comme un syndrome relationnel. Alors, entendons-nous bien sur ce terme, ça ne signifie pas que systématiquement l'étiologie du reflux est psychogène. Ça signifie, dans un état d'esprit plurifactoriel, tel que Kressler le défend dans une optique psychosomatique, que nous considérons qu'il est important d'accorder au psychologique, au psychopathologique éventuellement et au psychosocial, une place importante dans ce panel plurifactoriel. Donc, pour le reflux, il peut y avoir un certain nombre de situations dont l'étiologie est fortement enracinée dans un dysfonctionnement interactif et ou psychique, maternel, paternel ou conjugal. Et puis, il y a d'autres situations où ce facteur est plus en veilleuse et plus au second plan. Et il nous faut, tant pédiatres que psychothérapeutes accueillant la complexité du reflux, se méfier de nos a priori et garder cette grande plasticité, cette grande géométrie variable pour pouvoir travailler non pas en faisant du prêt-à-porter, mais en faisant du sur-mesure et s'adapter à chaque fois à la singularité de chacune des situations en présence. Si on est bien d'accord pour dire qu'une maman, un papa qui fait suffisamment bien son boulot de parent, c'est quelqu'un qui transmet de la contenance, qui propose un nid douillet pour le bébé, eh bien, quand le reflux gastro-œsophagien sera présent, on va basculer dans une situation souvent dramatique, sinon tragique. Alors, rappelons à ce sujet que le spectre de la mort subite n'est pas loin et que souvent dans la tête des parents, il y a une frontière commune plus ou moins consciente entre ce reflux et la mort, c'est-à-dire le décès du bébé et partant la réactivation de tout un tas d'angoisses morbides chez les parents, voire aussi d'ailleurs chez les soignants. Dans ce contexte, la transmission parentale de la contenance s'étaye sur ce qu'on peut intituler des identifications projectives. Quand ça fonctionne bien, prenons l'exemple chez une mère qui rentre à l'intérieur d'une maison alors qu'elle vient de dehors, eh bien la maman, par empathie avec son bébé, s'identifie à lui, dit « tu as chaud mon bébé », se tourne vers lui et le déshabille. Elle s'identifie projectivement à son bébé et à partir de son système thermique et à partir de sa capacité de s'imaginer ce que l'autre ressent, elle le déshabille. Transmettre de la contenance, nourrir un enfant, c'est en permanence s'appuyer sur ce type de fonctionnement. Et au départ, le bébé n'est pas maître
à bord n'est pas capitaine dans sa maison, et il est justement dépendant, hyper dépendant de cette intendance maternelle et parentale. Quand il y a un reflux gastro-œsophagien, c'est ce que montrent un certain nombre de récits de consultation que font les collègues pédiatres, et c'est ce que je vois aussi en consultation, on s'aperçoit qu'il y a manifestement un dysfonctionnement dans ces identifications projectives, que l'on pourra qualifier, en se méfiant de l'aura négatif et péjoratif de cet adjectif, de pathologique. C'est-à-dire qu'il y a chez le parent une difficulté à mettre à l'intérieur du bébé un lait-lien qui soit porteur d'un contenu étayant et structurant. Et qu'à contrario, ce lait-lien est souvent le réceptacle d'un certain nombre de grains de sable dans l'histoire maternelle, dans l'histoire paternelle, et que ces grains de sable viennent faire obstacle dans le développement de l'enfant. La capacité parentale de se mettre à la place du bébé et de faire en sorte qu'il conquiert cette contenance est mise à mal. Alors, qu'est-ce qu'on connaît en la matière? Eh bien, on commence à connaître par bonheur beaucoup de choses, et là, je crois, tout l'héritage maintenant de ces 25 années de psychiatrie périnatale est là à prendre en compte. On ne citera, on pourra citer à ce sujet la prévalence qu'on connaît forte, entre 10 et 15% de dépression postnatale maternelle, et on ne peut que faire des hypothèses qui resteraient à confirmer avec des recherches-actions, qu'il y a une forte corrélation entre certains dysfonctionnements interactifs mère-bébé dans la genèse d'un certain nombre d'identifications projectives pathologiques. Il y a probablement à la source un certain nombre de dépressions postnatales maternelles. Mais on peut aussi imaginer que le reflux soit la conséquence lointaine ou plus directe d'un trouble de la parentalité au sens le plus large de cet intitulé, ou d'un trouble interactif, interrelationnel, en considérant que c'est une auberge espagnole dans laquelle on peut imaginer 1001 visages à cette disharmonie sociale. Autrement dit, ne commettons pas l'erreur de considérer que le reflux gastro-œsophagien s'inscrit dans tel et tel trouble de la parentalité ou dans tel et tel trouble interactif, mais que potentiellement la diversité de ce qu'on connaît sous ces intitulés peut être présent face à ce tableau. Quelles sont les hypothèses que l'on peut faire à l'égard du dysfonctionnement du bébé? Si on est d'accord pour dire que l'infance est le réceptacle de ces identifications projectives maternelles et paternelles, on pourra dire volontiers qu'il les incorpore au départ, et puis chemin faisant, se maturant, en accord avec la terminologie psychanalytique, il va les introjecter. Là, je crois vraiment qu'avec le nourrisson, on est vraiment dans quelque chose qu'il faut qualifier d'incorporation. Et quand ça marche bien, le bébé, et donc notamment autour de ces échanges nourriciers, va mettre à l'intérieur de lui cette fonction contenante. Il va petit à petit se l'approprier. Quand ça dysfonctionne, et souvent dans un contexte de reflux gastro-œsophagien, on s'aperçoit qu'il y a de la part du bébé une volonté d'envoyer un message à l'environnement qui pourrait signifier quelque chose comme « Regardez, je ne veux pas mettre à l'intérieur de moi ce lien, et à contrario, je veux le mettre à l'extérieur. Je ne veux pas de ça à l'intérieur de moi. » C'est-à-dire qu'il y a un refus d'incorporation de ce lien, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir pour la mère et pour les parents, et aussi pour les soignants. Et quand on sait comment fonctionne le sphincter inférieur œsophagien, quand on sait qu'il peut être hypotonique, hypertonique, en tout cas asynchrone, comment ne pas penser à toutes les variables interrelationnelles qu'ont décrit ceux qui ont analysé l'interaction en psychiatrie périnatale, et comment ne pas imaginer que ce que va mettre en scène le sphincter inférieur œsophagien est en fait le reflet
de ce qui se passe dans la relation entre le bébé et son environnement. Donc ce refus d'incorporation, il peut au départ être tonique, être vivifiant, être plein d'allant. Et malheureusement, ce que nous avons constaté avec un certain nombre de bébés qui sont rentrés dans un reflux gastro-œsophagien qui perdure, c'est qu'ils s'essoufflent dans cet envoi de bouteilles à la mère, au père et au pédiatre et à l'environnement, et que petit à petit, ils vont rentrer dans ce que je considérais comme une dépression au sens le plus primaire du terme. C'est-à-dire, au départ, je ne voulais pas de ce lien, je ne voulais pas le mettre à l'intérieur de moi. J'ai traduit à mon entourage le fait qu'il devait rester à l'extérieur. Et il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de réforme suite à mon symptôme appelant à la réforme. Et donc, petit à petit, je vais croire de moins en moins à la capacité de mon entourage à percevoir mes signaux, et donc je vais le désinvestir, cet environnement, et probablement dans ce désinvestissement-là, il y a souvent une réduction de l'ouverture du bébé et une rentrée progressive dans une dépression qu'il faut, je crois, entendre au sens le plus primitif du terme, physique, c'est-à-dire un bébé dont l'élan vital, dont l'énergie vitale est de plus en plus abrasée. Donc distinguons peut-être dans la sémiologie ces bébés toniques qui envoient avec une hypertonie éventuelle des messages à l'extérieur, de bébés qui se sont installés peu ou prou dans ce marasme et qui vont probablement y développer une symptomatologie de dépression primaire. Jana Williams, qui est une psychanalyste anglaise, a proposé une expression qui arrive à point nommé pour qualifier ce qui se passe dans le reflux gastro-œsophagien du nourrisson. Elle a parlé de fonction oméga et elle propose de considérer que c'est le contraire absolu de ce que Bion a décrit dans la fonction alpha. Alors on le sait, la mère qui est suffisamment bonne a une fonction de détoxication des éléments bêta, des éléments non métabolisables du bébé. Le bébé n'est pas encore installé psychiquement à son compte, il est dépendant de sa mère qui va qu'à cette intendance, et la mère, pour lui, va détoxiquer un certain nombre d'éléments de son environnement qu'il a à métaboliser. Quand cette fonction alpha maternelle ne fonctionne pas, le bébé se retrouve saturé d'un certain nombre d'éléments qui restent bruts, qui restent opaques, parce qu'il n'a pas, lui, les moyens de les accueillir et il n'a pas les moyens de les intégrer. Donc ça va s'enquister, ça va s'encrypter et ça va probablement être comme des cailloux dans le sac que cet enfant va devoir traîner toute sa vie durant. Alors Jana Williams, avec des adolescents qui avaient des troubles graves alimentaires, a proposé de nommer donc fonction oméga cette stratégie défensive qui consiste à refuser tout élément qui vient de l'extérieur parce qu'il est perçu comme étant un objet étranger et a priori comme non métabolisable. Donc je maintiens à l'extérieur quelque chose que je ne veux pas introjecter parce que c'est dangereux pour moi et parce que je sais que ça ne passera pas, que je n'aurai pas une réponse que j'ai par rapport à un élément comestible. Alors on peut ramener ça au reflux gastro-œsophagien et en se souvenant bien qu'avec le bébé, il me semble inadéquat de parler d'introjection et plus pertinent de parler d'incorporation, on dira que peut-être le reflux gastro-œsophagien du bébé représente un mécanisme de défense précocissime qu'on peut qualifier de fonction oméga d'un bébé qui est victime d'une fonction alpha défaillante dans son environnement. L'intendance détoxicante est manifestement pas au point dans son entourage et la conséquence en est le développement de cette lourde et coûteuse stratégie défensive, la fonction oméga.
Selma Frerkberg décrit donc des mécanismes psychiques très précoces chez le bébé. Elle considère, et je trouve cette remarque des plus pertinentes, que peut-être les mécanismes de défense sont chez le bébé d'abord neurophysiologiques et que secondairement, ils sont psychiques, mais que ce sont des mécanismes psychiques qui viennent dans le frayage, dans la continuité de ces mécanismes neurophysiologiques. Autrement dit, il y aurait une continuité fonctionnelle entre les mécanismes princeps neurophysiologiques puis les mécanismes psychiques. Dans cet esprit, le reflux gastro-œsophagien sera véritablement à la croisée de cette genèse où on trouve un substrat neurophysiologique tel que le bébé en dispose à la naissance et la genèse d'un appareil psychique. Donc on est, c'est peu dire, dans l'archaïque. Et donc on est très loin du langage et de la verbalisation. Ce préambule est, je crois, très important pour arriver à la méfiance nécessaire à l'égard d'interprétations sauvages qui amèneraient un psychothérapeute ou un pédiatre à dire cette monstruosité, votre bébé reflue, il vous rejette madame, il vous rejette monsieur, c'est-à-dire il ne veut pas de votre lait et ça signifie qu'il veut vous mettre à la poubelle et qu'il ne vous considère pas du tout comme la mère adéquate. Alors, c'est probablement une erreur à ne pas commettre quand on est soignant, mais c'est aussi un scénario à entendre comme étant une des idées qui peut venir à l'esprit de la mère. Et que justement, pour une maman, voir son bébé ne pas accepter son lait-lien, c'est être soumise aux difficiles pensées qui peuvent se formuler ainsi. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas capable de lui fabriquer un bon lait, et donc ma culpabilité est immense. Donc méfions-nous d'une verbalisation trop rapide, justement parce que chez le bébé, le reflux gastro-œsophagien correspond à un registre très primitif et très archaïque, et qu'il réveille très certainement dans la foulée des engrammes très anciens chez les adultes, parents et soignants, et qu'on est donc là dans des interactions qui sont probablement très étanches, très éloignées de toute secondarisation, de toute verbalisation. Et c'est certainement un des défis qui se pose aux pédiatres en consultation que de proposer une fonction paratonnerre qui va accueillir ces angoisses très anciennes, où la mort et la destruction sont très impérialistes, sans être nécessairement dans un registre verbal outrecuidant qui viendrait certainement plus masquer, enfumer l'affaire que l'éclaircir. Mon goût clinique pour le prénatal est conséquent, et quelle a été ma joie quand j'ai découvert dans des textes anciens de Spitz, son fameux article sur la cavité primitive, qu'il y avait chez le fœtus une immense frustration à la naissance avec l'assèchement buccal et plus largement de l'oropharynx. Et Spitz dit que probablement une des premières angoisses, un des premiers conflits d'être aérien du jeune enfant, c'est de justement affronter cette perte du milieu liquidien et donc corrélativement de se retrouver avec un assèchement buccal. Alors, si on rajoute à ça ce que nous montre aujourd'hui généreusement
les images d'échographie, c'est-à-dire un fœtus qui s'en donne à cœur joie en matière de reflux, mais de reflux cette fois-ci légitime, c'est-à-dire qu'il passe son temps à ingérer le liquide amniotique et à le rejeter, on pourra, de façon mi-poétique, mi-psychopathologique, se demander s'il n'y a pas dans le reflux gastro-œsophagien une nostalgie aquatique, une tentative de signifier que, somme toute, avant, en milieu liquidien, eh bien, la vie était quand même plus tranquille qu'elle ne l'est en milieu aérien. Alors, ce point, on le sait, alimente tout le fatras idéologique qu'on trouve autour de la nostalgie et l'idéalisation de l'ère prénatale. Je ne fais pas partie de ceux qui croient que le fœtus a une vie dorée. Je crois plutôt que, au même titre que les obstétriciens parlent de souffrance fétale, il y a dans la vie du fœtus des plus ou moins bons jours, et que ce n'est certainement pas l'Éden en permanence, mais c'est intéressant pour un pédiatre, pour un généraliste, pour un psychothérapeute, que de bien se souvenir dans son anamnèse que ce petit être qui est là face à lui et qui consulte pour un reflux gastro-œsophagien a été poisson il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'il a donc eu un commerce très particulier avec le liquide et avec le reflux, et que donc ce comportement pathologique, quelques mois plus tard, a été, il y a peu, une attitude coutumière pour lui et parfaitement nécessaire et normale. Il y a peu de travaux qui portent sur le reflux gastro-œsophagien dans une perspective psychosomatique. Quand nous avons, avec Nathalie Boige, commencé nos recherches, nous sommes tombés sur quelques fulgurances de Léon Kressler dans un texte ancien, Bavure dans la pédiatrie, et bien sûr sur les immenses travaux des membres de l'école de Paris sur les troubles alimentaires très précoces du bébé. Mais rien sur le reflux gastro-œsophagien. Rien ou si peu. Dans ces rares travaux des psychosomaticiens de l'IPSO, on trouve des textes tout à fait intéressants, cliniquement pertinents, sur le méricisme. Et au départ de notre exploration du reflux gastro-œsophagien, c'est vrai qu'on a trouvé là un certain nombre d'outils conceptuels et de descriptions sémiologiques qui étaient très parlantes. Mais je dirais aujourd'hui qu'il y a plus à dire sur les différences en termes de sémiologie et en termes d'hypothèses psychopathologiques entre reflux et méricisme que sur les analogies. Alors, quelles sont, selon nous, les grandes différences? Le mériciste est dans une activité volontaire. C'est un expert qui a développé une expertise pour pouvoir agir sur ce qui d'habitude n'est pas sous la commande consciente, et c'est probablement le fruit d'un entraînement quantitatif très développé. Mais il a la possibilité de faire aller et venir le bol alimentaire. Alors, c'est intéressant de se demander si le mériciste n'est pas un ex-reflueur. C'est-à-dire, on peut se demander si la préhistoire de cette expertise, de ce talent, n'est pas celui... on peut se demander si la maîtrise du mériciste n'a pas été préparée par la pratique précédente du reflux gastro-œsophagien. Et on peut se demander s'il n'y a pas dans une chronicisation, entre guillemets, du reflux gastro-œsophagien, une lente dérive vers une contextualisation de plus en plus précise. Un certain nombre de parents, de pédiatres, ont du mal à considérer que le reflux gastro-œsophagien survient à des moments significatifs, alors qu'avec le méricisme, on a l'impression qu'il est souvent en rapport direct avec des éléments environnementaux. On peut se demander si le chemin qui sépare reflux gastro-œsophagien et méricisme n'est pas
justement celui-là, c'est-à-dire une lente contextualisation qui vient justement, dans l'esprit de ce que propose Selma Freyberg, donner à une fondation neurophysiologique une signification de plus en plus psychologique. Et si sur la matrice d'un fonctionnement biologique détourné, il n'y a pas petit à petit une attitude et une stratégie défensive psychopathologique. On a dit à maintes reprises combien est-ce que la thérapeutique du reflux gastro-œsophagien incombe d'abord et surtout aux pédiatres. Il est tout à fait incongru pour eux d'orienter vers le psychothérapeute et il leur faut beaucoup de talent pour arriver à négocier avec le bébé et sa famille pour arriver finalement à cette issue. Un certain nombre d'entre eux y arrivent. Je me méfierais d'un psychologue trop zélé qui dégainerait à tour de bras le « allez voir le psy » pour n'importe quel reflux gastro-œsophagien, probablement qui ferait plus de mal que de bien. Et une certaine prudence est requise en la matière. Quand je reçois un bébé reflueur et sa famille, dans le meilleur des cas orienté par un pédiatre qui a fait ce qu'il fallait pour ne pas brusquement lâcher une famille et l'envoyer vers un psychothérapeute sans qu'il comprenne les tenants et les aboutissants de cette décision, c'est qu'il y a, c'est comme ça que ça se passe avec Nathalie Bouage, un travail de détoxication du fonctionnement psychique familial. On peut distinguer un certain nombre de cas de figure princeps. On peut imaginer qu'il y ait une interaction très disharmonieuse entre la mère et le bébé. Et là, 1000 raisons possibles peuvent être à la source de ce dysfonctionnement. Il faudra, comme dans n'importe quelle thérapie parent-bébé, recevoir la dyade et explorer l'anamnèse périnatale et la biographie maternelle. On sait aussi que là comme ailleurs, il serait grave de tomber dans le panneau de ne se focaliser que sur la seule dyade et l'ouverture sur la triade est tout à fait essentielle. Ça n'est pas du tout pareil. La situation où une mère est esseulée par rapport à la tragédie du reflux gastro-œsophagien au quotidien et une mère qui trouve auprès de son compagnon un soutien tout à fait efficient et une volonté de comprendre ce symptôme. Donc, en consultation, pour ma part, je vais essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs principaux familiaux. Je serai très curieux à l'égard des substituts parentaux qui s'occupent de l'enfant. Il m'est arrivé de rencontrer des cas où un de ces substituts, une nourrice par exemple, avait un rôle tout à fait central dans la genèse et le maintien de la symptomatologie. Ça peut aussi se conjuguer en termes contraires. Quelquefois, l'enfant chez la nourrice aura justement l'occasion d'avoir une relation beaucoup plus harmonieuse et contenante qu'il n'en a à la maison avec sa mère et ou avec son père. Tous les cas de figure sont possibles. Ce qui me semble important pour le psychothérapeute, c'est d'être ouvert à l'ensemble des personnes qui constituent l'environnement du bébé. On va, autant que faire se peut, proposer un cadre qui sera un réceptacle pour toutes les angoisses archaïques en présence, souvent des craintes donc, de destructivité du bébé et des craintes morbides très déstructurantes. On essaiera aussi de travailler le plus possible sur ce qui est du registre des identifications projectives pathologiques dont nous avons dit qu'elles nous semblaient être, d'un point de vue psychopathologique, la partie émergée de l'iceberg du reflux gastro-œsophagien. Et j'ai en mémoire
plusieurs consultations thérapeutiques où j'ai été amené à travailler très concrètement et au départ de façon très comportementale sur l'empathie maternelle, l'empathie paternelle à l'égard du bébé. Et à partir de là, on a pu construire une réflexion sur l'aura émotionnelle puis fantasmatique de ces attitudes, mais il a fallu au départ, très sobrement et très modestement, démarrer avec des échanges portant sur le concret de la relation. Je pense que typiquement dans l'accueil d'une famille dont le bébé a un reflux, il faut être au départ dans l'accueil du dysfonctionnement comportemental et ne pas être trop vite et trop imprudemment dans des interprétations et des explorations trop ouvertement centrées sur, et formulées comme telles, sur le versant fantasmatique du comportement. Justement, parce que le reflux gastro-œsophagien s'enracine dans une conflictualité très en deçà de la verbalisation et de l'œdipification. On est là dans des conflits très pré-œdipiens, et donc je crois qu'il est important de s'appuyer sur une analyse très détaillée des attitudes concrètes.